Bonsoir les amis. Comme vous le savez, hier, je rencontrais le président de la République avec l'ensemble des syndicats agricoles. Et j'en attendais rien. Je vous avais dit que je pensais que c'était une immense mascarade, mais en fait, on est au-delà de ça, au-delà de la déception. Hier soir, je suis rentré chez moi, j'en avais mal au ventre. Un mélange de tristesse, de rage, je sais même pas vous l'expliquer. Tellement ce que j'ai vu et entendu m'a dégoûté. Donc on va y aller point par point. Mais avant ça, je tiens à remercier mon ami Éloi, le président régional de la coordination rurale, qui a tenu bon quand il y a eu des pressions, et plusieurs, pour pas que je fasse face au président de la République. Mais vu qu'ils invitaient les élus régionaux, ils étaient obligés de m'avoir. Il a tenu bon et je le remercie pour ça. Et je tiens aussi à dire à tous ceux qui disent qu'on est des traîtres parce qu'on va voir le président de la République, que ce sont de pauvres cons. Parce que même les mouvements terroristes, même quand il y a des guerres, on négocie avec l'adversaire. Et nous, en fait, on vient pas faire de la gloriole, on vient pas obtenir des petits trucs pour nous. L'engagement syndical, moi j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années, j'ai jamais touché 1 euro, même de défraiement kilométrique, de ce que vous voulez, j'ai jamais pris 1 euro. Si on y va, c'est parce qu'on y croit et parce qu'on est là pour porter la parole de tous les collègues qui sont au bout du rouleau. On représente des milliers et des milliers et des milliers de gens, et donc si on y va, c'est pour défendre les collègues. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller voir le président de la République, parce que toute l'année, quand on fait des actions, des manifestations, tout ce qu'on veut, le but c'est d'être entendu par les pouvoirs publics pour obtenir des choses, pour sauver des fermes, pour sauver des vies en fait. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a un paysan qui arrive à se tuer tous les 2 jours, et qu'il y en a 4 ou 5 qui essayent tous les jours. Donc allez voir le président de la République quand vous pouvez être entendu par la plus haute autorité de l'État. Si vous y allez pas, en fait, vous servez à rien. Donc voilà pourquoi on y est allé. Et ceux qui ne le comprennent pas, je peux rien faire pour eux, mais nous, on n'est pas des révolutionnaires de salon, là, à scroller en pensant qu'on a fait la guerre parce qu'on a mis un message sur TikTok. Voilà. Ça, c'est pour l'introduction. Donc les amis, je vous invite à rester jusqu'au bout et à bien la relayer, cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et il faut que tous les paysans l'entendent. Pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, on était 14 à être reçus par le président de la République. À notre grande surprise, il y avait en plus la ministre de l'Agriculture qui nous a reçus pendant plus d'1 heure avant d'avoir 1 heure avec le président de la République. Donc Annie Genevard, qui ne nous a montré que de l'arrogance, du mépris, du dédain. Elle sait tout mieux que les paysans. Elle est plus agricultrice que n'importe lequel des paysans, alors que c'est une prof de français. Bon, pourquoi pas? C'est un concept. Déjà au niveau de la représentation, aujourd'hui le premier syndicat agricole de France, c'est la coordination rurale. On était 2 sur 14. Ensuite, vous aviez 2 élus de la Confédération paysanne, Jérôme Bail, et 9 personnes pour la FNSEA et les JA. Donc autant vous dire qu'ils se sont fait des passes, que pour prendre la parole, c'était compliqué. On y est arrivé, ça a été assez sportif. Avec Madame Genevard, la parole a d'abord été bien monopolisée par la FNSEA et les JA, voulant obtenir une zone exceptionnelle pour l'Occitanie. Certes, on a des problèmes très particuliers chez nous, mais le problème, c'est que cette zone exceptionnelle, c'est un concept complètement nébuleux. Il n'y a rien dedans. Le but, c'est que les décisions soient prises directement par nos préfets, mais ça permet aussi aux syndicats en place du pouvoir qui sont dans la collusion la plus totale, en fait, de favoriser les copains. Petite anecdote, l'un d'entre eux a été suffisamment indigne pour parler à la ministre de l'Agriculture de ses petits problèmes personnels parce qu'il veut installer un énorme méthaniseur sur sa commune. Jean-Philippe, je te salue. On est ensuite passé au sujet de la dermatose nodulaire où on abat des cheptels de vaches pour aucune raison. Scientifiquement, ça ne tient pas la route, mais on connaît les lobbies et l'agenda macroniste soutenu à 200% par la FNSEA et les JA qui sont totalement pour les abattages de cheptels. Donc on s'est retrouvé seul avec la Confédération paysanne à lutter contre cette ineptie. La ministre de l'Agriculture ne veut pas en entendre parler. Elle a poussé l'indignité, tenez-vous bien, à nous dire que les éleveurs qui avaient abattu étaient l'honneur de l'agriculture française parce qu'ils l'avaient fait pour protéger leurs collègues. C'est un immense mensonge. Les éleveurs qui abattent, je vais vous dire que depuis quelques semaines, j'en ai tous les 2 jours au téléphone qui sont effondrés, qui sont anéantis et qui ont été passés vraiment à la moulinette par les pouvoirs publics, par les services vétérinaires, par les chambres d'agriculture et par la FNSEA, leur mettant une pression monumentale, leur disant que s'ils n'abattent pas, on leur enlève les primes PAC et qu'on va leur mettre des dizaines de milliers d'euros d'amende par jour de retard. Donc tous les gens cèdent dans un état dépressif total. Et quand on leur parle quelques jours après, croyez-moi bien qu'ils n'en sont pas ravis. Pour ajouter à l'horreur, il vous faut savoir que hier, pendant qu'on était avec la ministre et le président de la République, il y a eu un élevage où on a abattu une vingtaine de vaches dans les Pyrénées-Orientales. L'éleveur n'a même pas eu le droit d'aller dire au revoir à ses vaches. Et vu que les services vétérinaires n'arrivaient pas à les gérer, le préfet lui a mis la pression pour que les choses avancent très vite. Et donc l'éleveur a accepté que les louvetiers viennent abattre à coups de fusil ces vaches.
Je sais ce que ça fait, je suis passé par là avec mes cochons, la plupart d'entre vous le savent. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. Les abattages, ça doit cesser. Et je vous le répète, le jour où un éleveur veut résister, on montera tout ce qu'il faut en cagnotte, on lui mettra tout ce qu'il faut en service juridique à son secours. Et surtout, on sera une armée à aller se battre pour lui et à en découdre. Et ça, je l'ai dit à la ministre. Je lui ai dit que s'il y avait un éleveur qui voulait résister, ce serait la guerre. Elle a été outrée, elle m'a dit que je ne pouvais pas dire que ce serait la guerre. Je lui ai dit, si, madame la ministre, ce sera la guerre. Et ce sera extrêmement violent, on y est prêt. Notre position sur ce dossier-là, ça a toujours été la même. C'est l'immunité naturelle pour ceux qui ne veulent pas vacciner et le vaccin disponible pour ceux qui veulent vacciner. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un vaccin ARN, que c'est un vaccin qui date déjà avant 2015. On a abordé le sujet des canards, puisque en canard, vous le savez peut-être, les vaccins sont obligatoires à cause de la grippe aviaire. Depuis quelques mois, on a le bonheur que ces vaccins ne soient plus des vaccins ARN messagers, mais l'État a décidé de leur enlever 60 centimes d'indemnisation par vaccin. Ce qui, sur un élevage moyen de canards, représente une perte de presque 9 000 € par an. Donc, vu le contexte agricole actuel, c'est impensable. C'est la mort des élevages de canards. C'est déjà de plus en plus dur d'avoir du canard français parce que trop ont mis la clé sous la porte. Mais là, en fait, on vient leur mettre un énième coup de couteau gratuit. Une autre filière dont on ne parle jamais, celle du CBD. Alors, le CBD, on en pense ce qu'on veut, mais à l'heure actuelle, c'est légal. Et tout ce qui est légal dans ce pays, idéalement, doit être produit dans ce pays pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour produire. Voilà, je vous apprends rien. Et bien, pour le CBD, dans le cadre du projet de loi finance de 2026, l'État veut interdire la vente directe et veut forcer à ce que ce ne soit plus vendu que chez les buralistes. Alors, je n'ai rien contre les buralistes, mais si on fait ça, ça veut dire que les buralistes se fourniront tous auprès d'un ou deux grands groupes qui distribueront. Donc, ce sera que de la cam étrangère. Peut-être qu'un groupe se montera en France, mais comme à chaque fois qu'il y a un gros groupe, les petits producteurs se font avoir. Ça, c'est pas possible. Ça va mettre sur le carreau près de 1000 fermes dans ce pays. Alors, à l'heure où on perd des milliers de fermes par an, où dans 5 ans, on sera encore moitié moins nombreux qu'aujourd'hui, quand on veut sacrifier 1000 fermes sans aucune raison, qu'on interdise le CBD si on veut, mais si le CBD est légal, ces gens ont le droit de travailler et ces gens ont le droit de vendre leur production en vente directe comme n'importe quel paysan sur n'importe quelle production. On a parlé avec elle de l'ICHN, donc ça c'est l'aide pour les zones de montagne et très défavorisées, qui sera maintenue, mais la ministre n'a aucun projet structurel, c'est-à-dire ne veut pas aider à restructurer l'agriculture, à faire évoluer les filiales pour qu'on puisse faire face aux enjeux actuels et que les fermes puissent continuer à vivre. Et enfin, on a parlé de la taxe sur les engrais azotés qui devait démarrer donc en 2026 et que certains groupes ont déjà commencé à répercuter. Les paysans ont déjà commencé à payer les engrais plus chers pour une taxe qui n'est pas encore en place et qui au final sera annulée. En tout cas, c'est pas encore signé, mais c'est ce que nous a dit la ministre et que nous a répété le président de la République. Ensuite, le président de la République est arrivé. Je tiens à vous dire que ces 10 dernières années, je me suis toujours demandé comment on pouvait être idiot au point de voter Macron. Et bien j'ai compris comment les gens se sont fait avoir hier parce que je peux vous assurer que je suis pas impressionnable facilement, mais il m'a impressionné. Il m'a impressionné parce que quand on vous dit qu'il a un charisme hors du commun et qu'il est extrêmement intelligent, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de flatter, je pense que je l'aime pas plus qu'aucun d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui est impressionnant et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, dans l'assemblée que nous étions autour de lui, je peux fièrement vous dire que le seul qui a osé lui rentrer dedans, et je dis bien le seul, c'est moi. Sincèrement, moi j'ai eu l'impression de rencontrer le diable. Je n'ai pas de mots pour vous décrire ce que ça m'a fait. J'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui était limite pas humain, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir de persuasion tellement fort. L'expression vendre du sable à des bédouins, lui il le fait les yeux fermés. Vraiment, sur ça, extrêmement impressionnant. Donc nos échanges avec M. Macron, ça a été quoi? Le Mercosur, contrairement à ce que peuvent dire les pitres de la FNSEA, le Mercosur sera signé. Le Mercosur, Macron est pour. Macron nous a dit qu'il était pour, que le mondialisme et que le libre-échange, c'était une chance, que les accords qu'il y avait eu avec le Canada ne faisaient qu'apporter du positif à la France. Ce qui m'a bien fait rire d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est légumineuse bio dans ce pays, c'est-à-dire toutes les protéines végétales bio produites en France, sont à l'asphyxie. Les producteurs sont au bord de la mort. Pourquoi? Parce que la grande distribution ne vous vend plus que des protéines végétales bio qui arrivent du Canada. Voilà pourquoi le CETA, c'est une chance. Donc Macron est pour le Mercosur, mais il veut obtenir plus de clauses miroirs qui seront jamais applicables, et il veut obtenir plus de garanties sur les contrôles. Il les obtiendra jamais, et même avec ça, en fait, les paysans de ce pays n'en veulent pas du Mercosur. Il nous a dit que le Mercosur était la chance qui allait sauver la viticulture française, parce qu'on allait pouvoir exporter du vin là-bas. Mais c'est une immense blague, parce que les paysans français qui font du vin, croyez-moi que les marchés, ils les cherchent partout depuis bien longtemps. Et le problème de l'Amérique du Sud, c'est que déjà, un certain nombre de pays font du vin, mais surtout que ce n'est pas culturel chez eux. Donc en fait, c'est un tout petit marché. Donc peut-être que certains, et je leur souhaite, arriveront à vendre du vin, mais c'est pas ça la solution pour
pour la viticulture. D'ailleurs, on a parlé viticulture. Amis viticulteurs, vous le savez déjà, mais ce que vous vivez, c'est purement et simplement un plan social. Hein. C'est-à-dire que des primes bien trop peu élevées pour arracher vos vignes et puis aller faire quelque chose d'autre. Voilà. Ça non plus, c'est pas acceptable. Mais la ministre n'en a rien à faire et le président de la République non plus. Sur le Mercosur, il faut bien vous dire que personne n'osait rentrer dans le président de la République. On a exprimé notre désaccord, mais au niveau de la FNSEA, c'était les petits sourires, la rigolade. On a eu le leader de la région pour la FNSEA qui a dit « Mais monsieur le président, si je vais dire ça à ma base, ils vont me dire que j'ai trahi. » C'est peut-être ce qu'il fait déjà tous les jours, mais c'est un autre sujet. Donc ils se sont couchés et ils sont sortis en disant à leur base « Ah mais Macron il veut pas signer ». Mais Macron, qu'est-ce qu'il nous a dit qui fait qu'on sait que c'est fini sur le Mercosur? Mais on le savait déjà, je vous l'avais déjà dit avant en vidéo. C'est qu'il a dit que de toute façon, même s'il voulait, il n'avait pas la minorité de blocage et que donc il ne pourrait rien faire. Je lui ai d'ailleurs rappelé au début, quand il a essayé de nous expliquer que le Mercosur ne se ferait pas, que JBS, qui est le géant mondial de la viande, ça vient d'Amérique du Sud et ça a même conquis l'Amérique du Nord aujourd'hui, a publié dans la presse internationale le fait qu'ils avaient déjà signé leurs accords commerciaux avec l'Europe. Donc si une méga société d'agroalimentaire a déjà signé ses accords avec l'Europe, c'est que le Mercosur, c'est fini. Et Macron a poussé le cynisme à nous dire que, vu qu'il n'avait pas la minorité de blocage, si on ne voulait pas que le Mercosur se fasse, c'était à nous, paysans français, d'aller convaincre les paysans italiens et les paysans espagnols de mettre la pression sur leur gouvernement pour que leur gouvernement change d'avis. Mais c'est complètement dingue. Qui est le chef de l'État, en fait? Et le chef de quel État? Puisqu'au final, il n'a aucun pouvoir devant l'Europe. Alors que la France a plein de leviers pour mettre la pression sur l'Europe. Mais voilà, lui, il n'en a pas, il ne peut rien faire, voilà. Ça, c'est le message que nous avons eu hier. Alors les amis, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que déjà, quand un président n'a jamais accepté de recevoir une dizaine d'agriculteurs en 9 ans presque de mandat, quand il accepte plus de 3 jours avant une manifestation, qui n'est même pas une manifestation puisqu'il n'y avait pas de blocage, on sent que c'est une vaste plaisanterie. D'autant que M. Bayle et la FNSEA avaient appelé à manifester contre le Mercosur, que c'était pas possible, que le président avait trahi. Tout le monde s'est couché sur la question du Mercosur. Chacun voulait des miettes. La FNSEA, cette région exceptionnelle qui va leur permettre de faire des carabistouilles. Mais je tiens à dire une chose quand même, c'est que j'ai durement attaqué Jérôme Bayle. J'assume ce que j'ai fait, je maintiens ce que j'ai dit. Mais il faut être honnête, on peut critiquer. Mais hier, Jérôme, même s'il était plus dans la bienveillance et le sourire dans les échanges et pas dans la confrontation, mais ça, chacun son style, mais son discours était bon et il a défendu tous les paysans. Je tiens à le dire parce que voilà, la critique est facile, mais quand les gens font les choses bien, il faut le dire. On a partagé tous les constats avec la conf, qui sont peut-être plus résignés que nous. Je les ai pas sentis combatifs, mais sur l'analyse, on est à 100% d'accord. Sur tous les points, en tout cas, que je vous ai évoqués, on était d'accord sur tout. C'était le grand soir, la manif contre le Mercosur. Bon, 80 tracteurs pour la région Occitanie, c'est peanuts. Et au final, comme à des chiens qu'on fait asseoir et à qui on demande de donner la patte, on nous a donné un sucre. Donc le retrait d'une taxe qui devait être mise en vigueur à partir de 2026. Voilà, c'est tout ce qui a été obtenu hier, réellement, concrètement pour les paysans de ce pays. Et le Mercosur arrive, c'est sûr à 100%, ça vient de la bouche du président de la République. Pour moi, les amis, on est clairement arrivé au point de non-retour. On n'est pas écouté, on n'est pas respecté, on est massacré. Maintenant, il faut que les actions, elles deviennent violentes. J'ai pas peur de vous le dire, j'assume, si demain je dois aller en garde à vue parce que j'ai dit ça, je m'en fous. Maintenant, les actions doivent devenir violentes. On doit durcir le ton comme on ne l'a jamais durci, sinon ça ne sert à rien qu'on soit des syndicats, sinon ça ne sert à rien qu'on vienne se plaindre que l'agriculture meurt. Des solutions, il y en a plein. Moi, je suis personne, donc j'attendrai que plus malin que moi décide de grosses actions. Je vous en parlerai si on me dit de le faire, mais voilà, je suis qu'un rouage, qu'un maillon de la chaîne. Maintenant, il faut aller à la guerre, sinon on va tous crever comme des chiens, les amis. Je vois en tout cas une action que peuvent faire tous les paysans de ce pays, quel que soit leur bord, leur absence de bord, peu importe. Il va falloir déjà les taper au portefeuille, donc je pense que s'il n'y avait plus un radar qui marche, ce serait déjà pas mal. Tous les gens qui nous écoutent et qui aiment leur patrie, qui aiment les racines de ce pays, le premier maillon de la chaîne qui est l'agriculture, et qui surtout sont suffisamment intelligents pour comprendre que le jour où on perd la souveraineté alimentaire définitivement, on est pieds et poings liés et le peuple n'aura plus jamais son mot à dire sur rien, parce que si les puissances étrangères veulent, elles nous mettent le pied sur la tête et on s'écrase, il va falloir nous rejoindre, il va falloir vous battre, il va falloir faire des choses, mais là l'État nous méprise et va nous crever. Je vous le dis les amis, ça fait des années que je fais un constat très noir et sans filtre, mais ça dépasse tout ce que j'imaginais. Moi, je vous le dis, hier, quand je suis rentré chez moi, j'étais ailleurs. Et aujourd'hui encore, je suis encore KO debout. C'est vous dire, j'ai fait la vidéo parce qu'il fallait bien la faire, mais c'est rude. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le visage de la honte et le visage de la trahison, parce qu'il faut le voir pour le croire. Je vais vous montrer tout de suite l'appel aux armes de la personne qui est à la tête de la FNSEA région. Notre cher Emmanuel Macron a décidé de dire oui au Mercosur. C'est pour cela que le 12 novembre, la FRSEA et les JA
appelle à se mobiliser lors de sa venue à Toulouse. Car le mépris, maintenant, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le moment de dire non. Non, et qu'il y en a marre. Comme je vous le disais, on y va pour le Mercosur. Et sur le Mercosur, on fait des sourires et on dit non mais monsieur le Président, est-ce que vous pourrez mettre par écrit que tant qu'il n'y a pas plus de garanties sur les contrôles et sur les clauses miroirs, vous signez pas pour que je puisse dire à ma base que j'ai pas trahi, guignol que tu es. Ensuite, on va voir la vidéo de comment on manipule sa base en leur faisant croire qu'on a obtenu des choses quand on a obtenu du putain de vent. Le président s'est engagé aujourd'hui sur le Mercosur à pas signer le Mercosur tant qu'il n'y aurait pas les clauses qui seraient mises en place. On lui a dit que c'était pas acceptable. Le président aujourd'hui s'est engagé à sortir les engrais du dispositif MACF. D'accord? Donc là-dessus, on peut quand même tous se féliciter. Et ça, c'est une belle victoire. J'y ai fait et c'est votre mobilisation qui fait cette sortie du dispositif. La bonne nouvelle, mais ça c'est une bonne nouvelle occitane, parce que derrière, ça fait longtemps qu'on attend, on a placé l'Occitanie en territoire d'exception. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Occitanie, on va pouvoir pousser des dossiers. Comme je vous l'ai dit, la taxe sur les engrais, oui on l'a obtenue, d'accord, mais c'est par rapport à ce qu'on demande et aux besoins du monde agricole, c'est à peine un sucre qu'on donne à un chien. Les zones d'exception, c'est de la flûte et on verra qui se régalera. Mais à mon avis, comme d'habitude, c'est toujours ceux qui se tiennent près du feu. Et il a osé dire à ses militants, les gars, c'est grâce à nous qu'on a obtenu ça aujourd'hui. Non. Non, c'est faux. Celui qui a téléphoné à Macron, parce qu'il a son numéro et qui a obtenu ce rendez-vous, il s'appelle Jérôme Bail. Donc, quoi que je puisse penser de lui, si la taxe sur les engrais azotés, elle a sauté, même si tous les syndicats l'ont défendu et que tout le monde était d'accord, c'est à Jérôme Bail qu'on le doit. Parce que c'est lui qui est derrière ce mouvement. Certainement pas les pitres de la FNSEA qui se prennent tout le crédit alors qu'ils y sont pour rien et que la manifestation n'a même pas fait de blocage. Mais enfin, dans ce pays, des manifestations avec bien plus de tracteurs et bien plus dures, on en a fait je sais pas combien. Mais vu qu'on n'est jamais allé vraiment jusqu'à casser, jusqu'à la vraie violence, on n'a jamais rien obtenu. Là, on est reçu par le président de la République pendant plus d'une heure, plus 1h30 avec la ministre, sans même qu'il y ait un blocage. Et ça choque personne. Et les gens avalent la soupe quand on leur dit « Regardez ce qu'on a fait ». Bah, les amis, réveillez-vous ou crevez de la soupe que vous choisissez de manger. Adi Schatz.